Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à cette conférence sur l'évolution du marketing d'influence dans la mode. Depuis plusieurs années maintenant, l'influence prend de nouvelles formes. Souvenons-nous du temps où la presse était reine et dictait les modes et les tendances à travers les magazines, la télévision et Internet. Elle était consommée avec avidité et les Fashion Week rythmaient leur calendrier éditorial. Mais les réseaux sociaux ont radicalement changé la donne de l'influence médiatique, en France comme à l'international. Désormais, les journalistes spécialisés se retrouvent en front row des défilés aux côtés d'Instagrammeurs professionnels, suivis par leur communauté aux millions de followers. Une compétition quotidienne, basée sur les contenus numériques, fait rage au sein de l'industrie de la mode, entre les médias établis et les digital boys and girls, devenus en peu de temps des médias à part entière, véritables leaders d'opinion, qu'ils soient micro ou macro-influenceurs. Dans cette conférence, nous analyserons le marché de la mode actuel et futur, sous le prisme de l'influence, avec Edouard Keller, de Carlin. Nous aborderons ensuite les spécificités du marketing d'influence et en apprendrons davantage sur le métier d'influenceur avec Yannick Ponce, de Reach. Et enfin, nous verrons avec Bianca Lopez da Silva, business developer pour l'e-commerçant Cabane, comment un acteur de la vente en ligne peut collaborer avec des prescripteurs. Edouard Keller, vous êtes Head of International Sales chez Carlin Creative Trend Bureau, bureau de style fondé en 1947 à Paris. Hormis les cahiers de tendance qui ont fait la réputation de Carlin, vous faites aussi du conseil en stratégie, en produits, en couleurs et en tendance avec des études prospectives. Le but de tout cela étant de connecter les industriels et les marques au futur mode de vie des consommateurs. Vous savez tout avant tout le monde car vous avez plus de 24 mois d'avance sur les tendances. Vous qui vous occupez du business development et des partenariats, pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez chez Carlin ? Évidemment, on travaille de façon relativement, historique. Comme vous l'avez dit, on est une vieille agence qui a néanmoins renouvelé bien entendu ses méthodes. Notre mission depuis 1947 n'a pas changé. L'idée, c'est d'anticiper les comportements consommateurs pour aider les marques à proposer le bon produit au bon moment. Donc aujourd'hui, on a trois grands axes et trois produits qui sont de la stratégie et du branding, du collectionning, c'est-à-dire design de collection, de produits ou de design tout court, et la communication pour communiquer sur ces produits. C'est sûrement ce dernier volet qui va davantage nous intéresser aujourd'hui. Et pour quelles raisons les marques viennent-elles vous consulter ? Pour les trois volets, c'est-à-dire que vraiment on a cette capacité à accompagner les marques de leur branding jusqu'à leur communication. On peut définir ensemble l'ADN de la marque, sa stratégie, dessiner ensemble ses collections pour répondre aux attentes du consommateur tout en respectant son ADN. Puis on est capable de communiquer sur ce produit au bon moment auprès du bon consommateur et en utilisant le bon canal, notamment l'influence dont on va parler plus en détail. D'accord, merci beaucoup. Yannick Ponce, vous êtes Creative Strategist pour Reach, qui est une solution de professionnalisation et d'optimisation de la relation entre influenceurs et annonceurs, que ce soit les marques ou les agences. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle au sein de Reach ? Alors mon rôle au sein de Reach, c'est d'être garant de toutes les stratégies que nous recommandons à nos clients. Donc mon travail va être de faire beaucoup de veille sur l'influence, sur ce qui s'y passe, et d'analyser chaque client, chaque annonceur, analyser sa cible, analyser ses objectifs, analyser le brief en termes plus simples, et d'imaginer la stratégie la plus efficace possible en influence. Parce qu'on connaît tous l'influence comme un levier, on va utiliser le placement de produits par exemple, qui est un peu le format que tout le monde connaît, mais il y a des millions de choses à faire en influence, et selon chaque client, selon son ADN et ses objectifs, on va décider d'une stratégie ensemble, et c'est mon rôle avec l'équipe de DBizDev chez Reach. D'accord, merci beaucoup. Bianca Lopez da Silva, vous êtes business developer chez Cabane, tout nouveau site de e-commerce, spécialiste de la mode éthique. C'est à l'occasion d'un stage en alternance chez l'Amazona que vous avez rencontré Laetitia Van de Waal, la fondatrice de cette marque de cosmétiques bio, vegan et zéro déchet. Ensemble, vous avez décidé de lancer un nouveau projet de mode responsable. Pourriez-vous nous raconter l'histoire de Cabane ? Alors, l'histoire de Cabane, elle commence déjà en 2010.
quand Laetitia a décidé de créer l'Amazona, qui c'est justement la marque de cosmétiques vegan zéro déchet. Et du coup, là, elle s'est tournée vers la mode responsable, sauf qu'elle ne trouvait pas un site e-commerce qui lui correspondait. Et du coup, elle a eu cette idée de créer un site e-commerce qui revendait plusieurs marques responsables qu'elle aimait déjà et qu'elle s'est tournée vers ça pour un mode impact positif. Et du coup, en octobre de l'année dernière, elle m'a parlé de cette idée et elle m'a dit, Bianca, je sais que tu aimes bien la mode, je sais que la mode responsable, ça te parle beaucoup. Du coup, qu'est-ce que tu penses de développer ces projets avec moi? Et du coup, j'ai dit oui, je suis super partante, ça me parle vraiment beaucoup. Et du coup, ça fait déjà un an qu'on a commencé à travailler sur l'idée des campagnes, qu'on a trouvé les normes, les logos et tout. Et en mars de cette année, on a lancé le magazine. Du coup, c'est un magazine où on divulgue des interviews avec des créateurs et des articles sur lesquels on parle sur la mode responsable. Et l'objectif de ces interviews qui sont en format vidéo, c'est vraiment de donner de la transparence, montrer qui se cache derrière les créations. Et après, on montre aussi leurs vêtements à travers de notre e-commerce, qui du coup, les consommateurs qui vont rentrer dans notre e-commerce, ils savent déjà qui est le créateur, ils savent l'histoire vraiment de ces vêtements. D'accord, merci beaucoup. Édouard, vous qui avez une vision macro du secteur de la mode à l'international, quels changements constatez-vous au sujet de l'influence ? Alors sur l'influence, nous, il y a deux choses qui nous intéressent particulièrement chez Carlin. La première va faire une transition assez parfaite avec la conférence précédente. On pense qu'il y a un gros levier à actionner sur le côté localisation versus globalisation grâce à l'influence, qu'utiliser tel ou tel influenceur en fonction du marché qu'on target va être extrêmement intéressant pour éviter ce côté un petit peu soporifique qu'on a tendance à atteindre dans la mode, à avoir des collections qui se ressemblent un peu partout à travers le monde. Donc on a un levier là-dessus qui peut être très intéressant. Après, nous, ce qui nous intéresse le plus chez Carlin, c'est l'évolution et la disparition de certaines frontières, notamment entre la marque, son fondateur, mais aussi la marque et l'influenceur. Dans le sens où on assiste de plus en plus à... on voit maintenant sur les réseaux des marques qui recommandent des marques. On constate que certains créateurs, notamment de mode, utilisent leur Instagram perso à titre de marque. Et du coup, cette évolution de la relation entre marque, fondateur, mais également discours de marque en elle-même, qui elle-même devient quelque part influenceur, est extrêmement intéressant pour nous, sachant que tous ces changements, dont j'imagine on parlera plus en détail après, sont toujours, il faut le garder en tête, dictés et drivés par une volonté, une recherche de transparence et d'authenticité pour le consommateur et la personne qui va recevoir la communication. Et quelle méthode utilisez-vous pour capter les signaux faibles et anticiper les tendances émergentes à haut potentiel ? Est-ce que pour vous c'est une source d'inspiration comme un laboratoire d'idées ? Pas tout à fait, non. Non, nous, on est quelque part trop en amont pour travailler avec l'influenceur. On analyse bien sûr tous les comportements de consommation et d'influence qui ont lieu aujourd'hui, et ça nous intéresse grandement parce que c'est des problématiques que nos clients rencontrent au quotidien. En revanche, nous, pour créer nos tendances, pour les définir 18 mois à 3 ans en amont, on est quelque part sur une temporalité qui est très très différente de celle des Instagrammeurs célèbres, voire même des Instagrammeurs underground. On est plus en avance. En revanche, on a bien sûr un super intérêt à les suivre pour l'aspect confirmation et j'en parlais précédemment également sur une logique géographique où les tendances vont s'installer de façon différente sur les différents continents. Et cette partie suivie d'influenceurs peut être extrêmement intéressante pour temporaliser cette évolution. Merci. Yannick, quelle est votre définition de l'influence marketing ? Alors l'influence marketing, si on prend la définition de base de ce levier, c'est donc un levier marketing à part entière pour lequel on va s'associer à l'expertise, à la créativité et
et à l'influence d'un influenceur, donc d'une personne qui a plusieurs centaines, milliers, ou centaines de milliers ou millions de followers sur les réseaux sociaux. Pour nous, chez Rich, l'influence marketing, c'est surtout un levier qui va permettre d'améliorer les autres leviers marketing d'une marque. Je m'explique rapidement. On va pouvoir intégrer l'influenceur. On a toujours vu l'influence comme un bout de chaîne en termes de communication. À la fin quand j'ai déroulé tout mon plan marketing, je vais envoyer des produits à des influenceurs pour qu'ils les portent et pour qu'ils les montrent. Nous, on croit en une intégration beaucoup plus en amont de l'influenceur. On va pouvoir utiliser un influenceur pour une pub télé, pour des shootings. Par exemple, quand on utilise sur un site e-commerce, donc sur une page produit, un influenceur au lieu d'un mannequin, on a des taux de conversion qui augmentent jusqu'à 25%. L'influence va vraiment pouvoir être utilisée de dizaines de façons différentes. La façon la plus connue, la plus médiatisée est la co-création ou la collection en capsule, où quand on a trouvé le bon influenceur, donc le bon interlocuteur avec la communauté qui aime et qui se reconnaît dans les valeurs de la marque, on va pouvoir s'associer à lui pour faire plus que de la communication et faire de la création. On entend de plus en plus d'adolescents dire qu'ils veulent devenir des influenceurs. Est-ce que c'est un métier pour tous ? Alors c'est pas du tout un métier pour tous. Chez Rich, on fait une étude auprès de nos Instagrammeurs, enfin nos influenceurs pardon, tous les ans. Et sur l'étude 2018, il ressort un chiffre qui est assez marquant, c'est que 87% des influenceurs français ne vivent pas de leur influence. Donc ça fait une écrasante majorité. La plupart ont un métier à côté, font ça par passion. Pour certains, c'est un complément. Pour d'autres, c'est pas grand-chose. Plus de 50% des influenceurs gagnent moins de 5 000 € par an via leur influence. C'est pour ça que nous, on défend beaucoup la rémunération des influenceurs auprès de nos clients, parce que pour beaucoup d'influenceurs, souvent, une collaboration, ça veut dire poser un jour de congé, se bloquer un week-end, acheter des billets de train. On ne paye pas forcément l'influenceur pour sa taille de communauté, même si c'est une part de la rémunération, mais on va aussi et surtout le payer pour le travail fourni, comme on paierait un photographe, comme on paierait un mannequin. On va le rémunérer pour le travail fourni. Et quelle est la différence entre journaliste, key opinion leaders, célébrité et influenceur ? Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de termes qui se mélangent aussi, parce qu'on va avoir des influenceurs qui sont des key opinion leaders ou des célébrités. Mais pour prendre la grosse différence qui va se trouver entre journaliste et influenceur, un journaliste, déjà les deux se complètent, et quand on est une marque, il faut travailler avec les deux. On entend des marques dire je fais du full influence, je ne fais pas de RP, je ne m'adresse pas aux journalistes. C'est pas forcément ce qu'on recommande. La grosse différence va se faire dans le métier en lui-même. Un journaliste, il est rémunéré par un média pour donner son avis objectif, ou en tout cas suivre la ligne éditoriale du média. Un influenceur, il est plus dans un partenariat gagnant-gagnant avec la marque. Un influenceur a besoin de contenu et d'expérience pour créer du contenu, pour faire vivre sa communauté. Et la marque a besoin de l'influenceur pour toucher sa communauté. Donc l'influenceur va être beaucoup plus dans une relation avec la marque que le journaliste qui a un devoir d'objectivité, et va être aussi beaucoup plus subjectif. C'est vraiment la vie d'un particulier, mais un particulier qui parle à des milliers de personnes. Édouard, Carlin a une véritable expertise dans l'anticipation des modes qui sont relayées par les influenceurs. Quel est le degré d'importance à accorder à ce phénomène dans une stratégie de création quand on est une marque de mode ? Alors pour nous, il est essentiel, c'est un vecteur qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, et je vais revenir sur ce que disait Yannick, sur le fait qu'il faut vraiment intégrer une stratégie d'influence dès le début de sa collection ou de son événement. L'idée, c'est pas d'arriver avec un produit fini, de payer quelqu'un pour le poster, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Encore une fois, par ce souci de transparence, le jeu a un petit peu changé, et l'idée, c'est vraiment de créer quelque chose et de co-créer quelque chose, que ce soit une capsule qui est le format un petit peu facile, j'allais dire, ou carrément une ligne
communication ou une campagne dédiée. L'important, c'est en tout cas de réfléchir en amont et au lancement de la stratégie à ce qu'on veut faire de l'influence. C'est quelque chose qui rassure le client et qui en fait quelque part trouve aujourd'hui de nouveaux outils, mais qui pour nous n'est pas complètement nouveau dans le sens où on a depuis le milieu des années 80 par exemple des pro-modèles de chaussures de basket qui sont co-créés par l'athlète en question, je pense à Jordan ou plus récemment à des Westbrook, etc., qui créent avec Nike et qui en signant les chaussures donnent une vraie légitimité au produit. C'est quelque chose qui n'est donc pas nouveau, mais c'est quelque chose qui passe par de nouveaux médias et par de nouvelles solutions. Donc l'idée, c'est d'anticiper en fait de la même façon, avec des outils nouveaux et des experts de l'influence. Et justement, les marques sont-elles perdues face à la pléthore d'influenceurs ? Est-ce que votre agence 79C se charge de la stratégie de communication et de la stratégie storytelling des marques ? Est-ce que vous avez des noms ou des exemples de marques qui ont fait appel à vous ? Nous, donc le groupe Carlin a une agence de communication qui s'appelle 79C. Notre approche va être de travailler en hub, notamment avec Reach. L'idée, c'est qu'on n'est pas spécialisé en marketing d'influence et qu'on l'assume complètement. Ce qu'on peut faire en tant que Carlin, c'est aider la marque sur sa stratégie d'influence, sur son contenu, son ADN, etc. Comment le traduire sur une politique d'influence. On peut, et c'est d'ailleurs 79C qui fera davantage ça, apporter du storytelling, apporter du contenu, parce qu'encore une fois qu'on a décidé de parler avec des influenceurs, si on raconte rien, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça en a même très peu. En revanche, tout ce qui sera à la suite de ce contenu défini ensemble, j'allais dire commercialisé, mais qui sera en fait communiqué, le sera par l'intermédiaire de partenaires, notamment Reach pour l'influence. D'accord. Yannick, n'importe quelle marque de n'importe quel secteur peut faire appel à des influenceurs ? Oui. C'est un peu devenu d'ailleurs une de nos spécialités chez Reach, c'est de travailler avec des marques qui a priori n'ont rien à faire en influence. On travaille notamment avec des annonceurs comme Schneider Electric, donc qui fait des compteurs électriques, des prises et des interrupteurs. Avec eux, en fait, on a réussi à identifier un influenceur électricien qui a 5000 visiteurs uniques sur son blog, donc c'est pas énorme à première vue, mais pour Schneider Electric, toucher 5000 électriciens directement tous les mois, c'est super. Ensuite, il a fallu développer une stratégie, comment intégrer cet électricien dans la stratégie de Schneider. En fait cet influenceur va interviewer des clients, des équipes de Schneider sur différents salons dans toute la France. On travaille aussi notamment avec la rencontre. La rencontre, c'est un sujet assez compliqué en influence parce que les influenceurs ont du mal à partager cette partie d'eux-mêmes. Donc pareil, il faut trouver des stratégies innovantes. On a travaillé notamment avec Adopt un mec. Adopt un mec, donc c'est un site de rencontre que beaucoup de gens connaissent, qui s'est basé sur l'univers du e-commerce. C'est un e-commerçant de la rencontre. Les femmes ont le pouvoir et ajoutent les hommes dans leur panier. Et en fait, on a adapté les codes du e-commerce qui existent en influence. Donc une des mécaniques qui marche beaucoup, c'est une des mécaniques historiques, c'est le unboxing. Donc on a fait des unboxings de mecs où les youtubeuses commandaient des mecs, ouvraient leur carton et comparaient le mec reçu à leur commande. Donc on peut vraiment travailler avec tout type de marque. Ce qui va vraiment décider de la stratégie, c'est l'ADN de la marque, les objectifs en termes de communication et de business et la cible. De nombreuses marques réclament des influenceurs avec des millions de followers en pensant qu'elles vont toucher un maximum de personnes et avoir de l'impact plutôt qu'avec des micros ou middle influencers. Mais est-ce vraiment la bonne stratégie à adopter ? On en revient un peu à la question sur les Key Opinion Leaders. Justement, chez Reach, nous, on va catégoriser les influenceurs en trois grands types. Les premiers, donc les célébrités et les stars, Key Opinion Leaders, qui ont plusieurs millions de followers, vont être utiles pour l'association d'images, à la manière d'un sportif, d'un mannequin ou d'un acteur. On va s'associer à réellement un visage et avoir une très grosse force de frappe. Par contre, c'est plutôt réservé aux
aux marques qui veulent faire plutôt du mass market parce qu'on va toucher tout le monde, toute catégorie d'âge et toute catégorie socio-professionnelle, toute thématique d'intérêt. Il y a très peu de ciblage avec les stars. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle nous les mid-tail. Donc les mid-tail, c'est des gens qui ont plus de 10 000 abonnés, ça monte jusqu'à 400-500 000. Là, c'est des influenceurs qui ont encore une communauté intéressante, mais beaucoup plus ciblée. On va avoir des influenceurs qui parlent uniquement de mode, des influenceurs qui parlent uniquement de chaussures. Tu parlais de Jordan, on a des influenceurs qui parlent uniquement de sneakers. On va avoir des influenceurs, donc des communautés beaucoup plus ciblées en termes de thématiques, en termes d'âge. Et aussi des influenceurs qui communiquent beaucoup plus avec leur communauté, qui répondent aux questions ou chez qui il y a un vrai lien. Et ces gens-là vont être super utiles en influence. Un exemple, justement, on a travaillé avec le groupe Hanes, donc avec Dim. Dim, c'est une belle marque. Ils auraient les moyens de travailler avec des très gros influenceurs. Mais ils nous ont fait confiance, on a travaillé avec des influenceurs de la mid-tail pour justement trouver des influenceurs qui leur ressemblaient. Donc on a fait une campagne avec eux, on a sélectionné des femmes qui représentaient la femme Dim avec ses valeurs. Et en fait ça permet à la marque d'avoir une communication plus directe vers les communautés parce que c'est fluide. C'est pas un influenceur qui ne ressemble pas du tout à la marque, qui présente un produit et qui crée aucune interaction. Là on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide, de plus logique parce que chaque influenceuse représentait la femme Dim. D'accord, merci. Bianca, est-ce que chez Gaban, vous travaillez à la fois avec des médias online ou offline et avec des influenceurs ? Oui, on a déjà travaillé avec des médias online. On a travaillé avec Confidentiel, je ne sais pas si vous connaissez. Surtout lors de notre campagne de crowdfunding, on a travaillé avec eux et c'était en fait en collaboration en termes de visibilité. On a fait des jeux concours en partenariat, du coup on a fait gagner, leur communauté gagner des bons d'achat sur notre site. Et ensuite ils nous ont donné du support pendant toute notre campagne. On a aussi travaillé avec Femina Lyon qui ont divulgué un article, mais là c'était plutôt en travail des presse et relations presse. Et les influenceurs c'était notre base depuis le départ, parce qu'en fait avec l'Amazona, elle a déjà une base des influenceurs qui elle travaillait déjà. Et qui du coup lors d'une fête de lancement de l'Amazona, on a profité de l'occasion pour parler aussi des cabanes. Et du coup, les influenceuses, elles ont été vraiment les premières à savoir du lancement des cabanes, même avant tout le monde, même avant c'était vraiment au tout départ quand la société allait être créée, elles ont été les premières. Du coup, elles ont été vraiment les dénicheuses, les pionnières à savoir. Et depuis le départ, on travaille avec elles avec une relation très proche. Par exemple, quand on poste des interviews avec les créateurs, on fait des jeux concours, du coup on poste une interview avec un créateur, le lendemain on fait un jeu concours qu'on offre une pièce d'un créateur à ces influenceuses-là et pour qu'elles puissent faire gagner leur communauté et en parlant de la vidéo. Et du coup c'est une sorte de relation gagnant-gagnant parce que leur communauté elle gagne un cadeau et elles parlent vraiment que leur communauté c'est vraiment une chose qui leur remporte beaucoup et tu vas pouvoir offrir quelque chose qui, pour eux, c'est en forme de les remercier. Du coup, oui, depuis tout le départ, on s'est basé vraiment sur une stratégie avec les influenceurs de bouche à l'oreille. Justement, quels sont vos critères de sélection de ces influenceurs ? Du coup, au départ, comme j'ai dit, on s'est basé sur la base des influenceuses de l'Amazona, vu qu'on avait déjà une proximité avec elles. Ensuite, on fait une recherche en fait, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On sélectionne par rapport à des hashtags. Du coup, par exemple, les hashtags mode responsable, mode éthique. On cherche sur ça. Et du coup, on voit lesquels on pense qui correspondent à notre positionnement et qui partagent des valeurs que nous, on a. Et aussi, on cherche sur les réseaux sociaux et même les influenceuses, en fait, en France, elles ont beaucoup de relations entre elles. Du coup, une influenceuse conseille l'autre
Et elle se tient aussi, elle se soutient par les réseaux sociaux. Du coup, elle partage, elle commente les photos des autres. Et du coup, ça crée déjà des liens entre les autres et avec nous aussi. Et comment vous abordez les influenceurs que vous ne connaissez pas forcément en tant qu'e-commerçant? Du coup, en tant qu'e-commerçant, je leur aborde la première approche, c'est sur Instagram. Du coup, je leur envoie un direct message. Du coup, je leur suis sur les réseaux sociaux, on leur suit. Et après, on vient par mail. Et du coup, les échanges commencent par rapport à la collaboration. Du coup, c'est une première approche par les réseaux sociaux. Et ensuite, on transforme ça sur des mails pour planifier des actions. Et c'est principalement des micro-influenceurs? Là, on s'est basé sur des micro-influenceurs. Du coup, on part déjà d'une influenceuse qui a entre 2000 et 10 000 followers pour l'instant. Mais on est en contact avec des influenceuses qui ont 50 ou même 5 000 followers. Et est-ce que vous planifiez des opérations avec des top influenceurs et dans quel but? Oui, on prévoit des actions avec des top influenceurs. En fait, on va s'ouvrir pour travailler aussi avec des influenceurs qui sont seulement mode. Parce qu'en fait, on travaille avec la mode responsable. Il y a encore une barrière qu'il faut qu'on franchisse, qui c'est montrer que la mode responsable, oui, c'est aussi mode. Elle est aussi belle que la mode conventionnelle qu'on voit et qui, en fait, a plus d'impact positif dans le monde. Et du coup, on veut montrer, oui, que des influenceuses mode, elles peuvent porter des vêtements de mode qui c'est aussi stylé. Et on veut montrer et faire découvrir cet univers de la mode responsable et aussi à leur communauté. Merci. Yannick, est-ce que vous pouvez donner des exemples, d'autres exemples d'actions online comme offline, si vous en faites, qu'on peut mettre en place pour susciter l'intérêt des influenceurs et avoir de l'impact auprès des consommateurs? Alors c'est assez compliqué de donner des exemples, ou des exemples exhaustifs en tout cas, parce qu'il y en a des milliers. En gros, pour réfléchir à une bonne stratégie d'influence, il faut partir de 3 critères. Donc, comme je disais, c'est l'ADN de la marque. Il faut vraiment que l'opération puisse transmettre les valeurs de la marque. Ensuite, les objectifs. On ne va pas du tout faire les mêmes opérations si on veut faire du direct to store. On va plutôt travailler sur des opérations physiques, la présence en magasin d'influenceurs, des ateliers organisés en magasin par des influenceurs. Si on veut faire de la notoriété, ça va aussi être différent si on est une très grosse marque ou un petit acteur. Un petit acteur avec des petits budgets va devoir être malin pour surprendre et intégrer l'influenceur au plus tôt dans le processus créatif en termes de communication pour que l'influenceur soit intéressé, pour qu'il soit impliqué. Quand on est une plus grosse marque, on a un peu plus de facilité, mais encore, il y a énormément d'acteurs qui travaillent en influence et aujourd'hui il faut se démarquer par la stratégie et la créativité. Et ça dépend aussi de la cible. Donc on ne va pas travailler sur les mêmes réseaux, ni même de la même façon selon les différences d'âge. Chez Rich, il nous est arrivé de travailler pour la cible senior, notamment pour une marque comme Disons Demain, donc, qui est le site de rencontre des jeunes de plus de 50 ans, qui communique grâce à des influenceurs seniors. Ça existe. Il y en a moins, donc il faut travailler sur de la relation long terme avec eux. Il faut les aider aussi dans la création de contenu. Il va y avoir beaucoup plus d'accompagnement. On va pouvoir travailler selon les cibles, selon les objectifs, des centaines d'opérations. Donc ça va du basique placement de produits quand on a besoin d'être visible. Le but, c'est quand même à chaque fois de faire vivre une expérience aux influenceurs. L'influenceur a besoin d'expérience à faire vivre à sa communauté. Une expérience, c'est pas forcément un voyage. Un voyage, c'est bien pour des marques de mode, on organise des voyages dans les ateliers quand les produits sont faits à la main. Pour des marques de parfum, on a fait aussi un voyage aux origines des parfums, donc dans les pays d'où étaient issues les fragrances. Mais une expérience, ça peut être un événement, ça peut être un moment privilégié avec la marque,
ça peut être un buzz kit, ça peut être des centaines de choses. Un buzz kit? Pardon. Donc un buzz kit, donc c'est une boîte généralement qui est envoyée ou portée à un influenceur comprenant des produits de la marque, des goodies, des choses qui vont le surprendre. Le but est de transporter un peu de l'ADN de la marque. C'est de ne pas juste envoyer un produit à un influenceur, mais de lui envoyer un petit peu de notre ADN. Ça passe donc par des goodies, d'autres produits, mais il y a des buzz kits qui seront simplement, c'est ce qui est arrivé lors de la sortie de certains films. On envoyait juste un téléphone à un influenceur qui devait explorer les messages et retrouver l'adresse de l'invitation, par exemple. Le buzz kit marche assez bien, ça a certains coûts de production et de création, mais ça permet de toucher beaucoup d'influenceurs quand on n'a pas forcément moyen de tous les rémunérer. Et par rapport à la rémunération, est-ce que vous constatez une meilleure répartition du pourcentage alloué aux opérations influenceurs dans les budgets marketing et communication des marques? Alors nous, Reach, on existe depuis 2015. On a clairement vu l'évolution en 3 ans de l'importance et de l'intérêt de l'influence chez les marques. Avant 2016, allez, encore un petit peu en 2016, on était surtout, même chez les gros annonceurs, à la phase du test. On testait l'influence, on envoyait des petites campagnes en one shot. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui y consacrent un réel budget. Ça va jusqu'à 10, 15, 20% du budget marketing de certains annonceurs, mais surtout qui le réfléchissent comme une réelle stratégie d'influence et plus juste un levier de bout de chaîne, comme je le disais, où de toute façon toute la campagne est pensée, on envoie aux influenceurs. Aujourd'hui, l'influence est prise en compte dans l'élaboration de la stratégie globale de communication. D'accord. Bianca, est-ce que l'argent est le nerf de la guerre dans les collaborations que vous faites avec les influenceuses? Non, pas vraiment, parce jusqu'au moment, on n'a pas payé nos influenceurs. On s'est basé surtout dans la collaboration, parce qu'on travaille vraiment sur, on va dire, un niche de marché. C'est la mode responsable, et du coup, c'est vraiment un partage des valeurs qu'on a avec nos influenceuses, et qui, en fait, elles souhaitent que leur communauté, elle découvre des e-commerce, des modes responsables. Et du coup, pour elle, savoir qu'il y a un nouveau acteur est né et qu'elle peut parler de lui, qu'elle peut collaborer avec lui, c'est aussi bien. Et du coup, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est par exemple, on leur a offert des cadeaux. Pour les jeux concours, on leur a envoyé les vêtements de leur choix. Et après, par exemple, en début septembre, on a fait un événement. Du coup, comme lui l'a dit, on leur a fait vivre une expérience avec la marque. On a fait un cocktail d'essayage, qu'elles ont été les premières à avoir notre sélection de vêtements, qu'elles ont pu venir essayer les vêtements. Et on avait un photographe sur place qui prenait des photos des looks qu'elle crée avec nos vêtements. Et ensuite, on leur a donné accès à toutes leurs photos. Du coup, ça fait qu'elles pouvaient gagner du contenu pour poster sur les réseaux sociaux. Et nous, on gagnait aussi des photos et en expérience et en relation avec ces influenceuses-là. D'accord, merci. Yannick, quels sont les KPIs que vous utilisez pour mesurer l'impact d'une opération avec des influenceurs? Alors, chez Reach, on va utiliser plusieurs KPIs. Notre technologie propriétaire nous permet d'en suivre beaucoup. Mais les 2 principaux qui vont concerner à peu près toutes les campagnes vont être le nombre d'impressions et le CPM, le coût pour 1000 impressions. Donc un KPI que tout le monde connaît ou en tout cas on a entendu parler. Donc le nombre d'impressions, c'est le nombre d'affichages qu'on va avoir de notre publication ou de nos publications sur des devices. C'est un premier indicateur qui nous permet de savoir quelle a été l'ampleur de la campagne, mais c'est pas le seul en influence et il n'est pas suffisant du tout. On va surtout se baser sur l'engagement. Donc l'engagement, c'est la somme des likes, des commentaires, des partages qu'on va avoir sur nos publications, sur nos vidéos, sur les stories. Et pour nous, c'est beaucoup plus important
que les impressions, parce que ça va être vraiment le nombre de personnes qui ont interagi avec notre message, qui ont interagi avec l'influenceur et donc indirectement avec la marque. C'est aussi un des problèmes qu'on a avec les célébrités en influence, c'est que ces gens touchent énormément de gens, mais comme ils touchent beaucoup de gens différents, qui n'ont pas forcément de points communs entre eux, on crée assez peu d'engagement. Les mid-tail et les micro-influenceurs, au contraire, eux, grâce à leur relation avec leur communauté, vont créer beaucoup plus d'engagement. Et l'engagement va vraiment être le KPI numéro 1 de nos campagnes. Après, selon la spécificité du client et de la campagne, on va pouvoir suivre les ventes sur un site e-commerce, on va pouvoir suivre le trafic créé sur un site, le nombre de vues de vidéos, c'est un KPI important, mais il faut qu'il soit mis en relation avec un autre KPI qui est le taux de complétion, c'est-à-dire le temps moyen de vue d'une vidéo. Si vous faites un partenariat avec un influenceur vidéo, donc soit Instagram vidéo, Facebook ou YouTube, il faut vraiment faire attention à son taux de complétion moyen. S'il est de 50%, ça veut dire qu'en moyenne on regarde 50% de ses vidéos. Et s'il parle de votre marque ou s'il fait un placement de produit à 75% de la vidéo, personne ne le verra. C'est vraiment un conseil important de toujours faire en sorte que la marque soit présente en dessous du taux de complétion. Merci. Bianca, constatez-vous une augmentation du taux de conversion sur votre site suite aux opérations de communication avec des influenceurs? Alors là sur Cabins, comme ça fait un mois qu'on a lancé les sites e-commerce, on n'a pas assez de recul pour dire sur les actions qu'on a déjà fait. Par contre, il y a une marque qui s'appelle Qui Plus Est, qui ont revenu sur notre site. Et du coup, elle a fait plusieurs collaborations avec des influenceuses depuis juillet. Et c'est très intéressant parce qu'on aperçoit que ces hauts sont les hauts qui vendent le plus. Et du coup, par nos analyses, on a trouvé que oui, c'est ça, la raison, c'est vraiment parce qu'elle a fait des partenariats avec plusieurs influenceuses. Et après, un autre exemple que je pourrais donner, mais c'est par rapport à l'Amazona. Par exemple, il y a eu une influenceuse qui a parlé, c'était l'année dernière, sur un des produits de l'Amazona, lors d'une de ses vidéos. Et cette influenceuse, elle a environ 130 000 followers. Et le lendemain, on a eu un triple, même 4 fois les ventes de ces produits-là. Du coup, on a vu vraiment que ça a créé une conversion. Et du coup, cette stratégie, c'est basé sur des influenceurs qu'on apporte sur Cabins pour avoir aussi des conversions en vente et avoir des résultats plus concrets. Après, je pourrais dire que sur les réseaux sociaux, oui, on note beaucoup qu'après les premiers événements qu'on a fait, on avait environ 10 influenceuses là. Et les jours même, une heure après l'événement, on a eu 300 followers de plus. Et là, après l'événement, selon les temps qu'elle poste nos photos, les photos qu'on a partagées avec elle, à chaque fois, ça grandit de plus en plus. Je crois qu'on note vraiment qu'il y a une conversion soit sur les réseaux sociaux, soit sur les ventes. D'accord, merci. Édouard, quel est l'avenir des relations entre les marques et les consommateurs? Est-ce que vous pensez que les avis de consommateurs prendront de plus en plus d'importance par rapport à des contenus produits par des influenceurs qui peuvent être considérés comme biaisés, peu qualitatifs ou déformant la réalité? De toute façon, c'est ce qui est super intéressant avec tous ces phénomènes d'influence, c'est que le consommateur a vraiment le pouvoir depuis le début. Puisqu'on a maintenant les outils qui détectent les faux followers, etc. On est vraiment sur des métriques maintenant assez qualitatifs et qualifiés pour qu'on travaille maintenant avec des influenceurs qui ont des vrais chiffres derrière leur compte. Et donc dans ce cadre-là, le pouvoir appartient aux consommateurs d'entrée sur la logique de l'influence. Donc moi je suis convaincu qu'on a simplement sur la partie influenceur pur une loi très libérale d'offre et de demande où si la condition de transparence dont on parle depuis le début n'est pas respectée, l'influenceur va décroître, et inversement, si l'équilibre est bon entre le lien sponsorisé et contenu réel, la pérennité peut s'installer. Là où la question est beaucoup plus intéressante et nous intéresse davantage, c'est sur justement la transparence dont on parlait au début entre influenceurs et marques.
Et on peut vraiment se poser la question de la communication sur des réseaux comme Instagram de marques qui peuvent engendrer soit une frustration, soit un engagement du consommateur. Et là encore, ça pose plein de questions, notamment, comme on l'a rapidement évoqué au début, sur toutes ces marques qui sont très personnifiées par leurs fondateurs notamment. C'est pas quelque chose de nouveau encore, mais c'est quelque chose qui se communique de façon tout à fait différente aujourd'hui. Et donc il y a un vrai enjeu de séduction du consommateur à titre presque personnel de la marque qui est apparu récemment et qui n'existait pas avant. Donc ça fait partie des pistes que vous avez pu déterminer concernant l'évolution de l'influence? Tout à fait, c'est tout à fait là-dessus qu'on travaille actuellement. Pour caricaturer à mort, en ce moment notre travail c'est de dire quand on a un client qui vient nous voir en disant je veux absolument faire de l'influence, lui dire écoute t'es pas prêt ou ton ADN ne veut rien dire, il faut reparlons de ça avant de se lancer, ou à l'inverse ma dernière campagne était géniale, je vais faire la même, sauf qu'entre temps les influenceurs ont changé, sauf qu'entre temps les produits ne sont plus adaptés au même levier, et donc du coup notre travail c'est vraiment de, encore une fois, prendre de la hauteur, réfléchir bien dans les délais, prendre le temps de se poser sur ces campagnes-là et ne surtout pas voir, comme trop souvent encore, la campagne d'influence comme tu le disais, un bout de chaîne et également un levier qu'on actionne au dernier moment. C'est vraiment quelque chose qu'on doit réfléchir dès le début et il n'y a pas de recette magique. C'est vraiment quelque chose qui doit être étudié au cas par cas et c'est ce qui rend ce levier si intéressant. D'accord, merci. Yannick, selon vous, quel sera le futur de l'influence? Et d'ailleurs, que pensez-vous des influenceurs virtuels? Alors, je vais déjà répondre à propos des influenceurs virtuels. Les influenceurs virtuels, c'est quelque chose qu'on suit, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui en dit beaucoup aussi sur la consommation qu'on a des comptes d'influenceurs. En fait, ça a prouvé une chose, c'est que on suivait moins une personne que son style de vie. On parle beaucoup d'influenceurs lifestyle, c'est un mot fourre-tout assez généraliste, mais ça dépeint vraiment la réalité de l'influence aujourd'hui. On va suivre un style de vie. Un foodie va suivre des influenceurs qui vont de restaurant en restaurant. Une fan de mode va suivre des influenceurs mode, pas forcément pour la personne qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente et les expériences qu'elle va pouvoir lui partager. Donc encore une fois, on est dans l'expérience, l'influenceur va partager de l'expérience plus que sa personne. Et sur le futur de l'influence, pour moi et pour Rich, en fait, on imagine, en tout cas à court terme, qu'il y a deux tendances qui sont déjà présentes mais qui vont s'accélérer. La première, c'est la transparence et l'authenticité. On a eu au début de l'influence beaucoup d'achats de followers, puis d'achats de likes, d'achat de commentaires. Avec la technologie Rich, on a toujours pu éviter ces influenceurs et ne pas travailler avec, mais c'est pas possible pour tout le monde. Et le consommateur s'en est rendu compte. Il y a eu plein de vidéos, beaucoup de gens ont vu la vidéo de Guillaume Ruchon contre les influenceurs fake. Il y a de moins en moins de fake, ils sont de plus en plus faciles à repérer, et de toute façon, les communautés sont à la recherche d'authenticité, de transparence. Nous, par exemple, chez nos influenceurs, on a toujours demandé à ce qu'ils précisent quand c'était un partenariat rémunéré, avant même que ça soit obligatoire, parce que ça baisse pas l'engagement, notamment quand on va travailler avec des petits influenceurs. Les communautés vont plutôt supporter l'influenceur, être fiers de cette collaboration, et c'est beaucoup plus transparent. Enfin, et quand c'est revendiqué, c'est mieux pris par les communautés. Et la deuxième, donc, c'est ce qui arrive depuis un peu plus d'un an, c'est que l'influence va remonter dans les décisions stratégiques. Et on va beaucoup plus créer des campagnes de communication autour de l'influence que de l'influence pour développer une campagne de communication. D'accord, merci. Bianca, est-ce que vous avez des noms d'influenceuses ou d'influenceurs partageant les valeurs de la mode responsable à suivre sur Instagram?
Du coup, je pourrais vous dire Colline, pourquoi pas Colline, qui est l'une des plus grandes influenceuses lifestyle au green. Ensuite, il y a Mongon Salt, qui a fait même une collaboration avec Made in More, qui c'est une marque des vêtements belges, une marque responsable de vêtements belges. Il y a aussi Bloomers Eco qui sont un couple qui va habiter à Bordeaux et du coup ils sont plutôt mode mais aussi ils partagent un peu lifestyle. Il y a aussi Audrey de blog Made in Mode en France qui elle parle surtout des marques qui fabriquent leurs vêtements en France. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bien, merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette conférence.